Midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et on va dans un instant parler de 60 millions de consommateurs menacés de disparition. Pourtant c'est important, la défense des consommateurs. L'INSEE dans le collimateur du ministre du budget. On va y revenir dans un instant avec notre invité Lionel Mauguin qui nous expliquera un petit peu quelle est la situation aujourd'hui de ce magazine. Qui est journaliste et représentant du personnel. Absolument, Lionel Mauguin, journaliste, représentant du personnel et délégué du syndicat national des journalistes. Et derrière la mise en vente de 60 millions de consommateurs, la fin d'un engagement historique de l'État. On y revient avec lui dans un instant, mais on commence tout de suite avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. L'instant zapping avec vous, Gilles. Et évidemment, Valérie, ce sont les derniers jours du procès retentissant de Mazan, qui a rappelé durement la violence faite aux femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée, ce 25 novembre. C'est hier. Hein. Non, vous pouvez aller vérifier sur votre ordinateur. On l'a dit que c'était hier. Ben oui, mais tapez Journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. J'ai vérifié 2 fois parce que je sais que vous êtes avec votre petit ordi. Et donc, c'est le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le 25, c'était hier. Hein. Ah bah voilà, c'est ça. Voilà. On est 26. Vous allez me planter mon dernier son. Non, mais pas du tout. C'était hier, le 25. Oui, c'est moi. Oui, c'est vous voyez. J'ai toujours raison, vous devriez le savoir. Hier, France 2 recueillait le témoignage de Alice, un témoignage fort. Arrivée dans son nouvel appartement, avec 2 enfants à charge et un salaire de 2100 € net par mois, Alice nous confie son calvaire. Il disait tout le temps que je savais rien faire. En fait, il me rabaissait énormément. Ça commence petit à petit, par des petites insultes. Après, il te tire les cheveux. Après, il va te pousser par terre, te cracher dessus, des coups de poing. Même des fois, il m'a incité à sauter par la fenêtre. Il me dit, il y a personne qui t'aime, toi. Et ça m'est arrivé, j'y pensais, je voulais sauter par la fenêtre. Oui, pour moi, il fallait en finir. La violence, c'était normal. Même des fois, quand je recevais pas de coups, je me disais, tiens, aujourd'hui, j'ai pas été frappé. C'est pas normal. Je rentrais tout le temps à la maison avec la boule au ventre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me faire aujourd'hui? Puis un matin, après 5 années de souffrance quotidienne, je me suis réveillé et là, j'ai dit, je vais divorcer. J'ai commencé à en parler autour de moi. Le dernier coup de poing que j'ai reçu à la figure, c'était le coup de poing de trop. C'est un témoignage terrifiant. Hein. Oui, incroyable. Et surtout ce témoignage, quand elle dit je rentre chez moi et j'ai pas été battue, je me dis tiens, il y a quelque chose qui va pas. Alors que c'est parce que tu n'as pas été battue que ça va bien. C'est assez fou. Alors, si on sait que l'écrivain Boualem Sansal est dans les geôles algériennes, aucune information filtre. Hier sur CNews, Vincent Herouet sur CNews est donc revenu sur cette arrestation, mais aussi sur le traitement médiatique qu'il y a eu depuis quelques jours, comme celui de France 5, qui n'est plus ni moins en direct. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il a fait le procès de l'écrivain. Ils l'ont quand même cloué au pilori. Il a réagi, donc Vincent Herouet. C'est un otage, effectivement, de la relation franco-algérienne. On peut même dire que le fait qu'il écrive en français, qu'il ait pris la nationalité française, évidemment, et qu'il soit aimé des Français, suffit à l'incriminer comme un traître. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans le petit crachat qu'on a entendu sur France 5 et qui va de pair avec un article particulièrement putassier du Monde, qui l'incriminait lui aussi vendredi, c'est que Boualem Sansal est tombé aux oubliettes, qu'il n'a toujours pas été présenté à un juge, qu'on ne sait pas de quoi il est coupable, on ne sait pas de quoi il est soupçonné, il est toujours aux mains de la police, mais qu'il y a ici, à Paris, toutes sortes de gens qui lui trouvent des crimes. Finalement, grosso modo, il est défendu par les fachos, donc il l'a bien mérité. On a appris quand même, on ne sait effectivement pas grand-chose, mais ce serait pour des propos qu'il aurait tenus à propos de l'histoire de l'Algérie, et il risquerait quand même la peine capitale. Oui, et puis il a raison aussi sur le Monde, qui est vraiment un jour, peut-être dans l'émission Média, il faudra qu'on fasse quelque chose sur le Monde, qui était la référence journalistique et qui est devenu autre chose que la référence journalistique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a beaucoup changé. Alors évidemment, on parle aussi de nos jours de la protection de notre environnement et de l'écologie. Ce qui est le plus grand pollueur, ce sont les bouteilles d'eau. Et vous savez ce que c'est après les bouteilles d'eau ?
Bon. Quelque chose dont on n'imagine pas, mais c'est des tonnes et des tonnes, c'est les pots de yaourt. Ah oui. Ah bah oui, et les pots de yaourt, ils sont pas en plastique, ils sont en polystyrène. Et le polystyrène, ça ne se recycle pas. Presque pas. C'est très compliqué et c'est pour ça qu'il n'existe pas, comme les bouteilles, de pots de yaourt recyclés. Jamais vous avez ces yaourts sont dans un pot recyclé. Donc c'est un vrai souci, surtout que les producteurs de lait et fabricants s'étaient engagés à recycler. Imaginez sur 100%, d'après vous, combien on recycle? Aucune idée. Je vous le dirai après, écoutez le sujet de France 2. Nous serons le premier pays à ne plus avoir de plastique autour de nos fruits, de nos légumes. Donc l'idée, c'est de sortir d'une société du tout jetable. Parmi les produits concernés, les 15 milliards de pots de yaourt que nous consommons chaque année. Voilà où ils arrivent. Dans un centre de surtri comme celui-ci, au beau milieu de tout type de plastique. C'est 80% du polystyrène d'une manière générale. Il faut bien séparer les différentes qualités de plastique, les différentes couleurs de plastique pour les acheminer vers les bonnes filières de recyclage. À l'heure actuelle, seuls 7% des pots de yaourt sont effectivement recyclés. La piste d'une filière française a très rapidement été abandonnée. C'est ce que nous raconte une ancienne salariée du consortium d'industriels. Monter une filière de recyclage de zéro, le faire en moins de 5 ans, c'est impossible. Il n'y aura pas plusieurs acteurs, il n'y en aura pas un parfait, il y en aura certainement un commun à toute l'Europe de l'Ouest. Incroyable, alors, 7% comme on a entendu dans le sujet. Incroyable. 7% des pots de yaourt alors qui s'étaient engagés. On avait entendu au début le président de la République. Faudra qu'on parle un jour de l'écologie et des engagements. Et on dit que ça va être recyclé, puis finalement, ça l'est pas. Ça l'est pas. On se demande pourquoi on met tout dans différentes poubelles. Alors, ça pourrait être le Ocean Eleven 2.0, Valérie. Sans effraction, quand 2 Français, je ne sais pas si vous avez suivi cette info, qui ont escroqué, j'ai pas fini ma phrase, ils ont escroqué Uber Eats. Vous avez vu ça? J'ai vu ça. Ah bah voilà. Ah bah oui, j'ai vu ça. L'arnaque, elle est maligne, hein, et redoutable financièrement. C'était dans le trésor incroyable. de TF1. Sur la messagerie cryptée Telegram, des escrocs proposent à des clients des commandes moitié moins chères auprès d'Uber Eats. Le client paye le malfrat, qui commande ensuite auprès de la plateforme. La livraison est effectuée, mais les escrocs se font rembourser en prétextant que la nourriture n'est jamais arrivée. Ils touchent l'argent de la plateforme et celui des clients. Le procédé, sur des sommes faibles, en fait, permet de passer sous les radars des grandes sociétés. 2,4 millions d'euros de préjudice en moins de 2 ans, grâce à 137 000 comptes frauduleux. Les malfrats avaient développé un algorithme qui faisait fonctionner ce système automatiquement. Incroyable. Mais comment ça fonctionne? Je ne comprends pas quand vous commandez sur Uber Eats. Vous allez me voir sur Instagram, sur un compte un peu en loose day. Et vous me dites, je voudrais dans tel magasin, enfin dans tel shop, acheter un poulet au curry, 2 coca et un cookies. Moi, je passe la commande. Pour vous, je vous dis, vous payerez 50%. Vous me payez à moi. Moi, je passe ma commande sur Uber. D'accord. Et compris. Quand, au bout d'une demi-heure, je fais ma commande n'est toujours pas là. Très bien, monsieur, nous allons vous rembourser parce que c'est automatique, le remboursement. Alors, sauf si vous en faites 15. Mais eux, où ils ont été malins, c'est que c'était jamais la même personne. Donc que ce soit Monsieur Durand ou Monsieur Dupont, Uber va pas vérifier chaque prénom, savoir si derrière c'est la même personne. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Et donc il y avait, c'est ce que était dit dans le sujet du Trésor, plus de 37 000 personnes différentes dans un algorithme. Et donc en fait ils se faisaient rembourser. Et donc, ils touchaient 50% de chaque commande. Et ça a fait plus de 2 millions. Mais l'escroquerie est plutôt malin en se disant, ils ont un petit trou. Et on sait qui était derrière? 2 Français, qui sont maintenant en prison et qui ont bugué ce système en disant, ah oui, rembourse automatiquement. Ah on va utiliser. Il vérifie pas sur une course, sur un. Alors après, vous êtes noté. Après, c'est tout un système. Donc c'est tout un système. C'était plutôt malin. Bon, vous allez jouer le jeu. Hein. Alors, allons-y. Alors, quelle date on est, Valérie, aujourd'hui? Le 26 novembre. Non, jouez le jeu. Bon, le 25. Et donc, dans un mois, c'est quoi? C'est Noël. Et donc, qui dit Noël dit Maria Carré.
Vous n'avez pas tout bien vérifié. J'ai eu la 25, c'était hier. C'est pour ça que quand vous m'avez dit ça tout à l'heure, vous vous doutez que je connais mes sons. Sueurs froides. Je me suis dit, allez. C'est mon 5e son. Vous aimez bien Maria Carey? Oui, j'aime bien. J'aime bien cette chanson. Après, je suis incapable de vous en citer une autre. Elle a définitivement tué Petit Papa Noël. Oui, on sortait dans les médias à chaque fois. Après, il y en a une autre aussi, All I Want for Christmas is You. Ça, c'est, comment il s'appelle, de Wham? Ah oui, non, c'est pas ça. All I Want for Christmas, je sais plus. Il y a Wham, c'est à ça que je pense, c'est George Michael. Absolument. Notre réalisateur n'est pas assez rapide. Oui, je connais. C'est un peu ma génération. Voilà. George Michael. On se retrouve dans un instant pour parler de 60 millions de consommateurs. Un auditeur nous dit on donne des millions d'euros pour l'Ukraine et autres causes et on est incapable de sauver un magazine de référence. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Lionel Mauguin. Bonjour Lionel Mauguin, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste, représentant du personnel et délégué du syndicat national des journalistes CGT. Vous travaillez pour le mensuel 60 millions de consommateurs depuis de très nombreuses années. On a eu l'occasion de faire pas mal d'émissions ensemble sur LCI. 60 millions de consommateurs, magazine de référence quand on parle de consommation. Et en fait, il faut aujourd'hui dire que ce magazine risque de disparaître. C'est la secrétaire d'État Laurence Garnier qui a annoncé le projet de vente de ce magazine le 15 novembre dernier, avec comme objectif, a-t-elle assuré, d'optimiser l'utilisation des deniers publics. Et là, on tombe quand même de l'armoire en se disant que ces 60 millions de consommateurs, entre autres, qui vont faire les frais de la mauvaise gestion du gouvernement. Et je vous dis ce que disait un de nos auditeurs, c'est vrai qu'on donne de l'argent, on a du mal à comprendre, on donne de l'argent à plein de gens et on va supprimer un magazine qui est d'utilité publique. Racontez-nous un peu quelle est la situation aujourd'hui pour vous. La situation, effectivement, on a appris il y a 10 jours que la nouvelle secrétaire d'État à la consommation, à peine arrivée, avait l'intention de vendre le titre, alors même que la précédente ministre, Olivia Grégoire, nous a proposé de travailler sur un plan d'investissement, parce qu'il est clair que 60 millions doit se transformer, notamment d'aller sur le numérique beaucoup plus franchement, comme tous les médias, et puis de diversifier son activité. Donc on a travaillé tout l'été sur un plan qui était financé avec l'accord du ministère du Budget, et patatras avec cette nouvelle ministre qui considère que l'État n'a pas financé de médias d'information de service public, et donc nous annonce qu'elle va mettre en vente le titre, ce qui revient finalement à le faire disparaître, parce que il n'y aura aucun repreneur qui reprendra 60 millions avec les essais. On consacre près d'1 million d'euros par an pour faire des essais, avec les juristes, les ingénieurs. Les gens qui s'abonnent à 60 millions veulent de l'expertise, ils veulent des conseils pour consommer au mieux, ils veulent des informations sur les produits, les producteurs. Et indépendante, une information indépendante, c'est-à-dire que vous n'êtes lié à aucun lobby, aucun groupe. C'est ça qui est important aussi de dire. C'est la particularité de ce magazine. Oui, on n'est pas une association. Nos finances dépendent des lecteurs. Et l'INC, qui est dite 60 millions de consommateurs, a d'autres missions qui sont financées par l'État, parce que pour former des bénévoles d'associations de consommateurs, pour produire des fiches techniques, juridiques, pour produire l'émission Consomag également sur le service public Mais 60 millions de consommateurs, effectivement, doit équilibrer ses comptes. Et pour cela, on s'était engagé, et ce plan est toujours sur la table, et on espère bien quand même que la ministre reviendra à la raison. Parce que pour l'instant, la décision est entérinée, c'est-à-dire que on peut se dire que 60 millions de consommateurs est condamné à l'heure, il est 10h20. Pour l'instant, la décision est prise, où on peut faire en sorte qu'on revienne dessus. C'est certainement pas définitif, d'une part parce qu'il y a une mobilisation, pas simplement des salariés, mais toutes les associations de consommateurs viennent à l'instant de faire un communiqué qui s'appelle « Non à la privatisation de 60 millions de consommateurs ».
Et puis surtout, je ne pense pas qu'au sein du gouvernement, il y ait unanimité sur cette décision, d'une part, et d'autre part, il faudrait une loi. Parce que quand vous privatisez une activité de service public d'information, il faut une loi, un dispositif législatif, et là, on est à peu près sûr que les parlementaires tels que c'est constitué actuellement seront hostiles à cette mesure. Pour se donner c'est loin d'être fait. Il faudrait 30 millions. L'État devait investir 3,2 millions d'euros pour redresser le magazine. C'est ça, le chiffre, c'est celui-là ? Oui, c'était prévu dans un contrat d'objectifs, comme on dit, et de moyens, en échange de l'application de ce plan de redressement des comptes, de transformation numérique et de coproduction d'études d'essais avec les associations de consommateurs. Eh bien, l'État s'engageait effectivement à hauteur de 3,2 millions et chaque année pendant 3 ans, en fonction d'un plan d'investissement. On a toujours prévu de faire une newsletter très pointue de veille réglementaire législative qui serait vendue aux professionnels, par exemple. Donc voilà, on a beaucoup travaillé tout l'été pour transformer ce titre, et ce plan avait eu l'aval de la ministre Olivia Grégoire, unanimité du conseil d'administration, des associations, et donc Laurence Barnier semble très très minoritaire dans cette décision. Et merci de relayer cet appel. Ce qu'on espère, c'est qu'on passera vite, on renversera vite la tendance et qu'on reviendra à ce plan à Olivia Grégoire qui a été adopté à l'unanimité juste avant cette séquence. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme raison? C'est-à-dire que c'est quand même incroyable dans notre société qu'une ministre désavoue une autre ministre sur un sujet aussi important. Quelles sont les raisons qui sont données? Est-ce qu'on peut dire que c'est le gouvernement Barnier qui veut votre peau? On aimerait bien le sentiment de monsieur le Premier ministre, Michel Barnier, et puis du ministère de l'économie. Je pense qu'il y a des parlementaires qui vont les interpeller prochainement. La raison, c'est pas une raison économique, financière ou sociale. Encore une fois, on avait un plan d'investissement qui était budgété, et encore aujourd'hui, le Bercy est d'accord pour financer ce plan. Alors c'est quoi le souci? C'est une conviction de la ministre que l'État n'a pas vocation, j'imagine, mais il faudra lui demander, l'État n'a pas vocation à faire de l'information aux consommateurs. Elle est mise de la consommation quand même. Oui, je ne vous le fais pas dire. C'est curieux qu'une mise à la consommation vienne, et la première décision consiste à démanteler l'INC à vendre 60. Mais alors, oui, c'est vendre 60, et que deviendrait l'INC, c'est-à-dire l'Institut National de la Consommation, qui, comme vous le rappeliez, a d'autres vocations que celle de publier ce magazine. Ça veut dire que l'émission de télévision disparaîtrait aussi? Alors, on a posé toutes ces questions, mais jamais vous imaginez tout de suite à la ministre quand elle nous a annoncé. Donc, la ministre a pris des notes, a noté nos questions. Mais je ne peux pas vous répondre le sort de l'INC, mais il est probable que vous savez, 60 millions de consommateurs répond à une mission d'informer le grand public qui est mis dans le Code de la consommation. Le Code de la consommation nous demande de faire des études, des essais et des enquêtes à destination du grand public. Et le grand public, c'est pas simplement les lecteurs de 60 millions de consommateurs, et c'est pour ça que merci à Sud Radio de nous accueillir si souvent, mais quand on a un essai d'alerte qui nous semble important à diffuser au-delà des lecteurs, on n'hésite pas à donner aux médias les résultats de cette enquête pour prévenir tout le monde. Mais c'est pas terrible, mais c'est aussi notre vocation de s'adresser à tous les citoyens, en fait. Ce qui est fascinant, c'est je lis les explications de la ministre, de la secrétaire d'État, Laurence Garnier, qui dit « Je pense aujourd'hui que l'État n'est plus en capacité d'accompagner un titre de presse et elle invoquait la nécessité de la bonne utilisation des deniers publics. » Alors, si je ne m'abuse, il y a beaucoup d'argent qui est donné à des journaux comme Libération, comme l'Humanité, comme il y a des aides à la presse qui sont données non pas par la ministre de la Consommation, par la communication et la culture. Donc, si on n'a pas vocation à aider un titre de presse, supprimons toutes les subventions. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on subventionne des quotidiens privés qui appartiennent à des
des propriétaires privés. Enfin, on peut se poser la question sur la gestion, sur cet argument qui dit on n'a pas vocation à accompagner un titre de presse, parce que au-delà, vous êtes plus qu'un titre de presse, il y a un service public qui est rendu par 60 millions. Absolument, vous avez raison Valérie, on ne touche aucune aide directe à la presse, alors qu'il y a des magazines qui n'ont pas, cette vocation d'intérêt général, qui touchent des chèques, et tant mieux pour eux. Hein, mais nous, on ne touche rien puisqu'on est public. Donc, on a un peu tous les inconvénients du privé et tous les inconvénients du public dans la gestion du titre. Mais encore une fois, il y a un plan sur la table, et ce qu'on demande, c'est que ce plan soit appliqué pour la transformation du titre. Et il est vrai qu'il est vieillissant, on a moins d'essais parce qu'on nous donne moins de moyens, on a moins d'expertise. Pour se rendre compte, quand vous faites 20 aspirateurs sans fil... 20 ans, Valérie. Aspirateur sans fil, ça coûte combien une étude comme celle-là, et ça prend combien de temps? Ah bah ça dure, enfin on programme les essais 1 an à l'avance. Ah oui. Donc ça dure 6 mois et ça coûte 20, 30, 40, 50 000 euros en fonction de ce qu'on cherche aussi. Mais enfin voilà, en gros c'est 40 000 euros un essai. Et c'est fait en interne de chez vous, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Oui, il y a des techniciens, des ingénieurs. Il y a des laboratoires chez vous. Alors, on a des ingénieurs, on a service technique, et l'ingénieur va élaborer le cahier des charges, on va déterminer avec la rédaction ce qu'on cherche dans l'essai, et ensuite, il va chercher les laboratoires qui seraient en mesure de faire cet essai en fonction d'un cahier des charges. Alors, ce qu'il faut qu'on rajoute aussi par rapport à Que Choisir, par exemple, les gens se posent souvent la question, c'est quoi la différence avec Que Choisir? C'est vrai qu'elle ne saute pas aux yeux. Mais en même temps, quand on fait un essai ou une étude, une enquête qui épingle un certain nombre de professionnels sur leur qualité de leurs produits ou de leurs services, ensuite on travaille avec les professionnels. Nos ingénieurs siègent à l'AFNOR, par exemple, pour faire évaluer les normes. Nos juristes siègent au comité du secteur financier pour épingler certains tarifs bancaires, par exemple. Ouais. Donc, il y a un suivi de nos études et nos enquêtes, et le but, c'est d'améliorer globalement les produits et les services qu'on donne aux consommateurs en France. C'est ce qui aussi constitue la différence avec Que Choisir, qui est une association plutôt militante. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Quelle est la différence, avec Que Choisir, qui est un de ceux qui se sont portés candidats à la reprise de 60 millions, hein. Oui, alors ils veulent reprendre 60, mais sans faire les essais, et également en se demandant s'il y a de la place pour deux magazines, donc ça donne pas très envie. Ouais. Non, vous vous opposez à ça, à une fusion entre les deux, ou un achat dans les conditions qui ont été... On a demandé à la présidente de l'UFC, suite à la sortie de son directeur général, on a demandé à échanger pour qu'elle précise ses intentions. Et que c'est plus cool de se parler plutôt que d'apprendre ça dans la presse, mais bon. Ouais. Mais après, tel que c'est présenté, oui, on refuse, parce qu'on refuse toute idée de cession. On a l'ensemble des associations, sauf l'UFC Que Choisir, qui est derrière nous, qui veut que 60 reste dans l'INC. Et donc, on ne se met pas du tout dans l'esprit d'être pris. Et encore une fois, si vos auditeurs veulent nous aider, et on peut... Comment on peut vous aider, en s'abonnant, tout simplement. Non seulement vous nous aiderez, mais en plus, j'espère que vous aurez des informations utiles dans votre vie de citoyen et de consommateur. Oui, c'est un journal qui à chaque fois qu'on le lit, qu'on l'ouvre, ou on le sait puisqu'on vous invite presque tous les mois, donne des informations essentielles. Oui, puis des choses incroyables qu'on découvre. Pour consommer et pour ne pas se faire avoir. Je vois encore une déclaration de la ministre. Si l'information du consommateur est indispensable, elle se fait au quotidien par le biais de beaucoup d'acteurs. Je pense au travail que fait la DGCCRF, donc c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, avec tous les éléments, signal conso, rappel conso, mais ça n'a strictement aucun rapport. Et quand on voit le travail effectivement qui est fait par la DGCCRF, mais qui n'est pas communiqué de façon, qui ne fait pas le même boulot que vous. Enfin, je veux dire, si on prend le test sur les air fryers, le test sur les dentifrices de ce mois-ci, enfin, on ne les a pas. C'est pas la DGCCRF, ni rappel conso, ni signal conso qui fait ce boulot. Ça paraît totalement aberrant comme argument.
Vous avez tout dit, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, on remplit un rôle qui n'est pas fourni aujourd'hui par le marché, comme on dit en matière de concurrence. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça laisse la porte ouverte à la communication par des influenceurs sur les problèmes de consommation. Nous, ce qu'on a, c'est la référence de l'expertise. C'est-à-dire qu'on a, c'est pas que des journalistes, c'est des ingénieurs, c'est des juristes, des économistes. Enfin, et l'ADN de 60, c'est de mettre à portée du grand public des trucs compliqués. Et le boulot du journaliste de 60, c'est de rendre clair des choses qui sont parfois compliquées pour que les gens en bénéficient utilement, les lecteurs. Et quand il y a un produit qui pose problème, encore une fois, on ne le vend pas, on donne l'information aux médias qui la reprennent. Et donc, c'est notre ADN. Et donc, effectivement, c'est pas forcément compatible avec une rentabilité totale, quoi. Mais il y a de la place pour 2 magazines, pour Que Choisir et 60 millions. Ça fait 50 ans qu'il y a 2 magazines en France. Et quand nous, on marchait bien, Que Choisir marchait très bien aussi, il n'y a jamais eu de problème. Alors, ils nous ont beaucoup attaqués pour des raisons commerciales. Sous l'ancienne présidence, il y avait quand même une hostilité de l'ancien président qui faisait que quand on veut lancer des abonnements à 20 €, il nous attaquait pour parasitisme commercial. Aujourd'hui, ça a l'air un peu plus apaisé. Et l'intérêt aussi, je pense, et j'aimerais bien le dire à la présidente de l'UFC, c'est que l'intérêt de l'UFC Que Choisir, c'est pas que 60 soit vendu à un groupe de presse qui va le transformer et le rendre totalement, utiliser la marque et le rendre totalement invisible. Est-ce que vous pensez, dans ce que je vous écoute, est-ce que, sans être complotiste, mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu des lobbies qui ont voulu votre peau suite à des dossiers que vous avez sortis ou de concurrents? Est-ce que, en fait, tout ça est le résultat de gens qui voulaient votre peau? Pas à vous, 60 millions. C'est plutôt l'inverse. Il y a vraiment, y compris parmi les professionnels, on a une administratrice de l'INC qui est membre du MEDEF, qui est très hostile à la vente de 60. Parce que, encore une fois, nous, on est dans la collaboration avec les professionnels. Quand on les épingle pour un produit ou un problème on va pas simplement les épingler, on va les aider. On soumet toujours les résultats avant publication aux professionnels pour qu'ils puissent nous répondre. Ah, je savais pas. Ça veut dire que quand vous dites dans ce jambon, il y a du nitrite qui dépasse les normes ou choses comme ça, ils sont avertis avant la publication? Systématiquement, tous les professionnels reçoivent les résultats de nos essais, de nos études. C'était pareil avec les banques quand je suis venu vous en parler l'autre jour. Des banques, oui. Et donc, d'abord pour éviter de publier des erreurs, et d'autre part pour qu'ils nous disent aussi comment ils comptent faire pour améliorer le souci qu'on a levé. Donc voilà. Et donc finalement le MEDEF, il trouve son compte quelque part puisque ça améliore les produits et les services. Combien est vendu actuellement? Vous vendez combien de numéros? Y a-t-il combien d'abonnés? Et il faudrait, ça serait quoi pour être à l'équilibre? C'est quoi ce plan-là? Et j'ai une dernière question, c'est, j'ai été voir un peu sur, il y a vraiment une application aussi à développer. L'application, elle est un peu vieillotte, de 60 millions. Vous voyez, on a un plan d'investissement notamment pour le numérique. Le problème, c'est que donc les abonnés, ça fait 3 ans qu'on n'a pas les moyens de faire des campagnes d'abonnement et quand vous prospectez pas les gens, ils s'en vont. Et puis nous, on a un lectorat qui fait qu'il y a aussi un problème d'âge au bout d'un moment. Et donc il est prévu de refaire des campagnes d'abonnement. Aujourd'hui, on est à peu près à 80 000 abonnés quand même. Et en kiosque, on vend selon les thèmes 30 000 exemplaires, quoi. Mais ça reste quand même des chiffres qui sont acceptables étant donné qu'on on fait plus du tout de campagne d'abonnement et donc c'est aussi pour ça que le salut passera par l'abonnement. Par l'abonnement. Et les gens qui veulent nous aider, qui s'abonnent et on vous assure que y aura dans 1 an. En tout cas, on fait tout pour 60 sera toujours à l'Institut national de la consommation et se transformera pour être encore plus attractif. Dans quel délai vous aurez une réponse de cette épée de Damoclès? C'est quoi ce qui va arriver dans les jours qui viennent? C'est quoi le plan? On aimerait que le Premier ministre, M. Barnier, ou le ministre de l'économie prennent position
sur cette décision et que les partis politiques, parce que c'est très politique notre histoire, prennent aussi position pour le maintien de l'INC, de 60 dans l'INC, comme l'ont fait l'ensemble des associations syndicales familiales. Il y a toutes les associations familiales qui nous soutiennent. Et la CLCV aussi, la grande association de consommateurs. Hein. Et nous, on sera là. Donc, oui, on sera avec vous, on va vous suivre. On va vous suivre et on va faire de la publicité pour les différents journaux parce qu'on apprécie. Ouais, et puis on découvre des choses assez incroyables et ça reste un média fort, important. Oui, qui sort demain, le voilà. Le nouveau Noël, c'est quoi? C'est champagne. Montre-nous champagne. Et il y a quoi comme révélation? Le meilleur des bulles. Alors, moi j'ai fait une enquête sur les jouets dangereux. Intéressant. Bon, on va marquer une pause et merci à vous d'avoir été avec nous, Lionel Mauguin. Et donc, on vous soutient, on soutient 60 millions de consommateurs et on demande effectivement à la ministre de revenir sur cette décision. Merci à vous. Dans un instant, les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.